Bon, ça y est, il y a un petit décalage entre quand on est live, quand on parle sur l'outil et quand les gens sont derrière. Mais ça y est, on est live, les premiers commentaires vont arriver. N'hésitez pas du coup à rajouter un commentaire ou à nous envoyer un petit message et nous dire est-ce que vous travaillez du coup en remote, en télétravail et d'où vous travaillez actuellement. Euh, on a fait le choix avec Timothée aujourd'hui d'organiser un webinaire un peu plus différent que sur les métiers du growth, mais sur un sujet qu'on reçoit beaucoup, qui est le travail en remote. On ne va pas rappeler les avantages du travail en remote, même si Pierre et Fred l'incarnent de leur côté. Mais le but, c'est vraiment de donner des conseils actionnables sur ces deux personnes qui ont travaillé en remote depuis un moment, sur comment s'organiser en équipe, quelles sont les différences et quels sont les avantages. Donc voilà, ça sera surtout sur comment s'organiser et comment travailler en remote, notamment au sein d'une équipe marketing ou boss. Et du coup, j'ai l'immense honneur d'avoir deux personnes en plus de Timothée aujourd'hui. Est-ce que Fred, tu peux te présenter en 2-3 minutes à la fois sur ton rôle aujourd'hui dans ton entreprise, mais aussi sur ton expérience en remote, même si on y reviendra longuement. Avec plaisir. Aujourd'hui, je suis Head of Growth je pourrais vous en parler un peu plus tard. Et donc, je travaille aujourd'hui sur une qu'on appelle remote hybride, donc c'est-à-dire remote à 80%, à des jours en présentiel au bureau. Et par le passé, j'ai été en full remote pendant 3 ans chez Zapier. Donc, une entreprise vraiment avec une remote très forte, puisque sur une dizaine de pays au total. Et des centaines d'employés entièrement en remote. Du coup, il n'y a pas de bureau chez Zapier. 0 bureau. On y reviendra et merci beaucoup. Pierre, pareil de ton côté, en 2-3 minutes, plus ton expérience remote. Ouais, très bien. Déjà, bonjour à tous. Moi, c'est Pierre, je suis le gros marketeur chez Whereby. Donc, Whereby, c'est un logiciel donc, de vidéoconférence. Donc, pensez Google Meet, pensez Zoom. Aujourd'hui, c'est 5 millions d'utilisateurs. La boîte, c'est une centaine d'employés. Et c'est à la différence de Frédéric, vous savez, du remote hybride, nous, c'est 100% remote first. Il y a vraiment 0 bureau. Les équipes sont partagées donc, entre toute l'Europe et les États-Unis. Hyper intéressant comme retour d'expérience. J'ai aussi fait venir Timothée, vous connaissez sûrement, il a animé quelques lives, où du coup c'est sa première expérience remote chez Grosse Talent, et donc il viendra se joindre à la discussion et rajouter son opinion sur certains sujets. Avant de commencer, Fred, comment tu définirais le remote? C'est devenu un mot tendance aujourd'hui dans la bouche de beaucoup de DRH ou de start-upers. Ce serait quoi ta définition du remote selon toi? Pour moi, le remote, c'est avant tout un choix de vie et de carrière. C'est quelque chose qui est hyper ancré dans notre génération, en tout cas dans notre époque. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand on voulait faire carrière, entre guillemets, fallait monter à Paris. C'était un petit peu un passage obligatoire. Et en fait, pour moi, la définition du remote, c'est vraiment pouvoir avoir un poste intéressant, travailler sur des projets qui nous passionnent, sans avoir à ce qu'on nous impose en fait notre lieu de vie. Et pour moi, c'est vraiment ça. Toi, tu l'incarnes vachement, Fred, cette vision, puisque tu as travaillé pour une des startups les plus réputées, ou au moins les plus utilisées des États-Unis, depuis du coup la France et les Pyrénées-Atlantiques, si je ne me trompe pas. C'est ça, les Pyrénées-Montagne. Ça fait, en Non, fait, ouais. Moi, c'est clairement un choix que je veux. À la fin de mes études, la Paris, c'était impossible pour moi. C'était dans le sens où voilà, je ne suis pas quelqu'un de la ville et il y a plein de gens qui sont comme ça. Et ceci étant dit, je ne voulais pas me cantonner à des postes qui me met un plafond parce que je ne voulais pas faire ce stage-là. Du coup, je suis quand même montée jusqu'à Bordeaux, ce qui pour moi était déjà un gros effort. Je vais passer un peu pour une autre montagne. Et en fait, Zapier, pour moi, était un peu une évidence puisque j'ai commencé à faire du travail remote hybride dans la boîte avant Zapier, qui était à Zendoo. Mais ça, ce n'était pas convenable puisque j'étais la seule personne en remote avec une équipe en présentiel. Et donc, du coup, c'était un peu voilà, la période où le remote s'est découvert. Et pour moi, aller sur une boîte 100% remote, ça m'a permis de vraiment
tester en fait les limites du remote, donc du full remote, et versus voilà, la qualité de vie que je voulais m'offrir. Et c'est pour ça qu'en fait, là aujourd'hui, j'ai pris un poste, alors c'est remote hybride, mais c'est-à-dire qui me permet de rester là où je suis, mais tout en gardant un lien social très fort, puisqu'en fait, Hello Asso, c'est une boîte bordelaise. Donc, on a développé une plateforme pour les associations qui permet de collecter des fonds, gérer son association, mais qui permet aussi aux gens de trouver des projets associatifs. Et aujourd'hui, c'est une boîte où il y a une centaine de personnes qui est à Bordeaux. Donc, on se réunit toutes les semaines, mais qui permet aussi voilà, de partir les 3 autres jours de la semaine chez soi et avoir son équilibre de vie. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, c'est vrai que le remote, c'est vraiment travailler déjà où on veut, quand on veut et surtout comment on veut, quoi. Et ouais, je te rejoins quand même là-dessus sur le fait de avant, si on voulait faire carrière, voilà, c'est de travailler sur les plus belles startups, les plus belles scale-up avant étaient sur Paris principalement ou New York, voilà, les très grosses villes. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'opportunité de bosser pour ce genre de boîte, voilà, n'importe où, quand on veut, où on veut et comment on veut, quoi. T'es passé par la case Paris, toi, Pierre, ou pas? Non. Et encore une fois, comme Fred, je suis pas trop quelqu'un très stadin. Et pour moi, c'était hors de question de vivre, en tout cas à ce moment-là, le moment où j'étais, c'était hors de question de vivre à Paris, quoi. J'avais une question par rapport à ça, parce que vous Hyper disiez que c'est vraiment un mode de vie. ce que vous disiez, donc c'est vraiment une philosophie de vie. Aujourd'hui, il y a plusieurs setups dans le remote qui existent. Ah oui, je pense qu'il y en a énormément. Et je pense qu'en plus on avance, plus en fait chaque entreprise. Il y a un décalage? Il y a une petite coupure, mais là-dessus, on va continuer. C'est les joies du remote là-dessus. Du coup, moi, je pense que j'ai coupé. Je sais pas si. Alors, ouais. Ouais. On sait pas. En fait, peut-être que Jérémy a un point direct ou c'est moi, je sais pas lequel des deux. Mais moi, je voulais juste rebondir sur la question du mode de vie, le fait d'être complètement en fait adaptable et de faire un peu ce que tu veux. Moi, j'ai une question par rapport à ça sur l'aspect équilibre pro-perso. Je trouve est hyper important quand tu fais du full remote et tu peux vite te faire coincer en fait dans un mode où tu penses que au travail et finalement en fait c'est comment tu adaptes tes journées. Donc j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que vous, le full remote, vous sentez qu'il y a un impact vraiment sur cet équilibre-là, ou est-ce qu'au contraire de suite vous avez réussi à bien faire la part des choses et à mettre en place une routine ou une organisation? Alors, c'est vrai qu'il y a complètement le remote a complètement un impact sur l'équipe de vie pro-perso. Après, je pense qu'il y a un impact à la fois négatif et à la fois positif. Négatif dans le terme que, surtout quand on manage une équipe, si jamais on coupe jamais Slack, si jamais on coupe jamais son ordinateur, on a le réflexe, voilà, en fait, on vit boulot, on taffe toute la journée, le soir, tu prends ton ordinateur, si par on va dire malchance, c'est le même que celui du boulot, tu vas regarder Netflix avec le même ordinateur du taf, tu peux facilement répondre à 2-3 messages sur Slack, quoi. Par contre, ça permet aussi de regagner en mettant les bonnes barrières. On gagne tout simplement un équilibre de vie. Ça permet derrière moi, il y a les combis de surf, passer plus de temps dehors, d'aller voir ses potes, de vraiment, voilà, on va dire, sectionner, en tout cas de compartimenter ces deux vies-là, quoi. Moi, je pense qu'il y a 2 sujets aussi. Il y a le remote avec tes équipes sur le même fuseau horaire et le remote avec tes équipes sur un fuseau horaire différent. Parce qu'en fait, si tu es sur le même fuseau horaire, finalement, en fait, ta journée de travail, elle ne va pas énormément changer par rapport à un full présentiel au bureau, dans le sens où le but, c'est quand même d'être connecté sur les mêmes horaires pour pouvoir se caler quand on a des questions, etc. Là où l'enjeu, il est un peu plus complexe entre équilibre vie pro et vie perso, à mon sens, c'est quand tu es réparti sur plusieurs continents et que du coup, tu dois gérer des décalages horaires, et où c'est là où en fait, le curseur est plus compliqué à mettre, puisqu'il faut justement attention à ne pas se dire, en fait, je bosse toute la journée sur mes projets, et le soir, je fais 100% de réunions, notamment décalage US-France. Et c'est là où, en fait, le curseur équilibre vie pro, vie perso peut vite basculer. Et il faut vraiment faire hyper gaffe de ce côté-là. Mais pour moi, le remote, sur l'équipe sur le même fuseau horaire, il y a moins ce problème-là. Je rebondis, moi je l'ai vécu de l'autre côté. Quand je suis parti à San Francisco, du coup, pour Spendesk, on était un peu 3-4 les seuls sur le continent américain.
Et c'est vrai qu'on avait l'inverse. Nous, c'était les réunions très tôt le matin, entre 5h et 6h du matin. Et surtout, des fois, ce risque d'ouvrir Slack, en fait, même avant d'ouvrir les yeux, quoi. T'ouvrais ton téléphone et t'avais, en fait, 6 heures de retard. Donc, je vous laisse imaginer, une boîte à la fin, on était 400. Donc, 6 heures de message Slack de retard, c'était un peu l'horreur. Donc, on s'obligeait à pas trop se lever trop tôt, ou au moins que 2 jours par semaine. Donc, on faisait le mardi et le jeudi, on était un peu d'astreinte. Tu vois, on commençait à 5h30. On commence plutôt de ce côté du monde. Mais derrière, ouais, c'était aussi hyper important, comme tu disais, Fred, de vraiment mettre des limites et de jouer. Par contre, j'ai eu l'autre côté, c'est aujourd'hui, moi j'ai choisi de m'installer en Colombie parce que je ne pourrais plus vivre sur un autre fuseau horaire. En fait, tu vois, je trouvais le fuseau horaire français pas aligné avec mon rythme de vie. Et au final, moi qui sais vachement du matin et qui aime bien avoir une journée très dense, tu vois, le matin et un peu plus créative dans l'après-midi, ben aujourd'hui, de ce côté du monde, ben, je peux être hyper productif à 7h du matin comme là, jusqu'à 15h ou 14h et après me bloquer 2-3 heures l'après-midi. Donc, il y a aussi cette force dans les boîtes full remote de pouvoir aussi choisir la fuseau horaire qui est adaptée à son rythme de travail. Pierre, toi aussi, tu as des collègues un peu partout en Europe ou un peu partout dans le monde? Alors, l'équipe est divisée justement en deux entre les US et l'Europe. Et il faut savoir que vraiment, chez Whereby, donc la team grosse, elle est divisée entre ces deux-là. Donc, on a par exemple notre grosse ingénieur qui est basé à Chicago et le reste de l'équipe grosse, donc designer, moi-même en tant que manager, en Europe. Et c'est exactement sur ce que tu disais avant. Donc, comment trouver les bons créneaux, comment bien gérer son équipe surtout au niveau des sprints, pour que tout le monde soit aligné, tout le monde puisse en tout cas dérouler sa journée de travail n'importe où, n'importe quand, en tout cas, sans qu'il y ait trop d'accro. Donc, c'est vrai qu'en fait, on a mis en place des petites techniques. Donc, comme tu disais, toi, tu étais d'astreinte sur certains jours de la semaine. Nous, c'est pareil, il y a une journée, un moment dans toutes les 2 semaines, c'est quand on démarre les sprints, quand on fait les kick-offs, où la réunion, elle est obligatoire. Donc là, on s'arrange pour trouver un créneau horaire qui n'est pas trop tard pour l'Europe et pas trop tôt pour les US. Donc, on a de la chance pour Maya, donc qui est grosse ingénieure, elle est basée à Chicago. Donc, la différence, c'est pas non plus San Francisco. Après, à part ça, en fait, on essaie de tout fonctionner en mode async, c'est-à-dire au lieu de faire des réunions en direct, des one-one en direct, ce qu'on va faire, c'est on va plutôt enregistrer des vidéos pour faire passer des messages. On va utiliser des templates bien organisés au moment des kick-offs, au moment d'échanger des idées, au moment des brainstorms, ce qui permet en fait tout simplement d'avancer sans trop de problèmes dans sa journée de travail. Si jamais... pardon. Non, non, mais pour revenir là-dessus, je me demandais, est-ce qu'on a plus de meetings quand on est en remote ou moins? Même si vous avez une expérience majoritairement en remote, mais je suis sûr que vous avez des collègues ou des amis qui travaillent. Ça serait quoi votre réponse? Tu parlais que vous faites beaucoup d'async work. C'est quoi un peu cette première réponse chez Whereby, chez Zapier et Loasso? Ça serait quoi? Plus de réunions ou moins de réunions que des boîtes qui sont dans des bureaux? Fred, tu veux commencer à répondre à cette question? C'est un très bon sujet et je pense que là, tu touches plus que le remote, tu touches vraiment la culture d'entreprise. Tu vois, d'expérience, chez Zapier, c'est une culture d'entreprise American First, puisque ça reste quand même une boîte américaine. Et les US ont très peu la culture de la réunion, versus Eloasso, où là, on est beaucoup plus ancré dans une entreprise à culture française, puisque c'est une boîte française qui, en plus, est sur le secteur de l'associatif, donc il y a un secteur particulier, parce que c'est un secteur créateur de liens, où la rencontre, où le présentiel est extrêmement important, on fait des choses ensemble. Donc, au-delà du remote, je pense que c'est aussi une culture de boîte. Mais pour reprendre l'exemple de Zapier, vraiment pas beaucoup de réunions, très très peu de réunions. Et comme le disait Pierre, la synchroneus, donc la culture de l'écrit, c'était vraiment ce qui primait avant tout, c'est de se dire en fait, avant de se parler et de brainstormer en direct ou quoi que ce soit, en fait, on pose par écrit, on itère tous par écrit, on s'engage à itérer par écrit. Et une fois que les choses sont posées par écrit, on vient en discuter à l'oral. C'est exactement ça. J'allais dire, c'est vrai que de savoir justement comment bien aussi poser par écrit, comment bien. Et c'est un vrai travail de réflexion, un quotidien, de savoir comment exprimer ses idées par écrit pour que ce soit clair, compréhensible par tout le monde. Surtout que quand on travaille dans une boîte en remote avec des équipes un peu partout, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une différence de culture entre quelqu'un qui est anglais, quelqu'un qui est français, américain. Donc voilà, il faut bien savoir, encore une fois, tout par écrit, avoir des bases de connaissances très, très fournies, très organisées. Et voilà, poser ses idées claires par écrit, c'est vrai que c'est nécessaire. Et quand vous dites par écrit, est-ce que c'est des messages Slack? On sait que, par exemple, Zapier avait développé son propre alternative à Slack. Est-ce que c'est par email? C'est quoi, en fait,
le meilleur moyen aujourd'hui de poser par écrit. J'ai l'impression qu'on est en train de tuer l'email pour aller sur des channels qui sont de moins en moins productifs. Je suis dans certains Discord de boîtes. Pour moi, qui est l'opposé, tu vois, de l'email. On a Discord basé sur de la voice instantanée où tu as l'impression de tout rater. Ça serait quoi l'outil aujourd'hui que vous utilisez du coup pour avoir cette culture de l'écrit, cette culture de l'async aussi dans vos jobs? Peut-être Pierre, si tu veux commencer. Alors, on va différencier en fait, nous, deux outils. Déjà, un outil au niveau de l'entreprise en général, sur lequel ça va être un Notion. Notion et Slack. Notion pour organiser surtout la base de connaissances, pour lister tout ce qui est les process. En fait, laisser le moins de questions possible à toute personne qui cherche qui a une problématique dans l'entreprise. D'avoir à qui parler, qui c'est qui possède tel ou tel canal, je ne sais pas, même l'organigramme de l'entreprise, ce genre de choses. Donc, tout est basé sur Notion. Après, au sein de l'équipe grosse, nous, on fonctionne sur Asana pour suivre en fait toutes nos expériences, tous nos sprints. Et donc là, en fait, on log absolument tout sur Asana. C'est-à-dire la moindre tâche que l'on va faire, les moindres commentaires, et tous les échanges, en fait, sont centralisés là-dessous. Après, à travers justement Slack, on peut intégrer Asana, on peut intégrer Notion, ce qui fait que dès qu'il y aura un commentaire, dès qu'il y aura une nouvelle tâche, on peut être notifié directement sur certains canaux Slack. Et moi, je compléterais alors avec une double perspective, juste de prendre en compte que l'expérience et l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, Helloasso, est en remote hybride de par le Covid. Donc là, c'est vraiment une expérience en fait inhéritée du Covid, puisque c'était une entreprise qui était historiquement pas du tout en télétravail, qui ne permettait pas forcément le télétravail. Et en fait, le télétravail hybride a été instauré post-Covid. Donc on est on va dire, à 1 an et demi, 2 ans de télétravail et on construit la machine tout en la conduisant. Donc, on a encore peu de process là-dessus et on sait qu'on a une grande marge de manœuvre pour s'améliorer, notamment parce que la culture justement de la réunion quand on était en physique, en fait, posait moins de problèmes, puisqu'on enchaînait moins les réunions, alors que quand on est en visio, on a tendance, si on a déjà un peu une culture de la réunion, en fait, on a tendance à en caler une après l'autre. En fait, il n'y a même plus 10 minutes de pause dans la journée. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille. On n'a pas encore les outils. On utilise, ceci étant dit, au Growth Asana pour le suivi des tâches. Par contre, pour la culture de l'écrit, c'est encore un peu flou. C'est un mélange de Google Doc, d'email et de procédures à mettre en place. Donc là, on se cherche encore un peu et c'est un très long process pour une boîte de 100 personnes de migrer un peu ses habitudes de travail et justement de remettre en route des systèmes qui fonctionnent, notamment par l'écrit. Et chez Zapier, on avait quelque chose, donc tu le nommais, le fameux outil créé qui s'appelait donc Async, pour pas être très très original, qui avait été développé en interne et qui était un outil à la fois de suivi des OKR et à la fois de communication d'équipe. Donc pour tout ce qui était, il y avait 0 mail. Chez Zapier, je n'ai jamais reçu un mail d'un collègue en interne, mais vraiment jamais. Donc tout ce qui était chat, etc., un peu de l'instantané était vraiment sur Slack, et toutes les communications qui devaient passer plus officielles, donc c'est-à-dire des partages de résultats, etc., passaient par Async et étaient toujours plus ou moins reliés à un OKR, donc permettaient de replacer en fait dans le contexte la discussion. Et à côté de ça, on utilisait également, comme disait Pierre, Notion. Nous, on était sur Coda, mais bon, c'est le même combat. Voilà. Alors Coda pour le côté tech, parce que c'est un peu plus avancé en termes d'automatisation. Mais voilà, on était vraiment sur Coda pour tout ce qui était en fait la gestion des projets au quotidien, qui n'avait pas besoin d'une communication plus officialisée, où là, ça basculait dans Async. Est-ce que tu as un article, Fred, qui présente Async? J'essaie de le retrouver, ou si on tape Async Zapier, je sais qu'il y avait un long article. Globalement, pour toutes les personnes qui sont intéressées, je pense qu'il y a le long guide sur comment travailler en remote de Zapier, qui est un peu la bible du remote. Donc, je vous invite à aller regarder sur le site de Zapier. Il y a notamment ce document qui est très bien fait en plusieurs chapitres, entièrement gratuit. Et il présente notamment l'outil qu'ils ont utilisé pour avoir cet outil en async. Timothée, tu avais une question, je pense, de ton côté? Ouais, moi j'allais te demander, c'est hyper intéressant, surtout sur la partie vraiment, vous êtes plus la synchro, il n'y a pas de bureau, etc. Donc tu sais que t'as pas cette capacité-là de t'enfermer dans une salle et de déplier les sujets les uns après les autres. Et donc ma question par rapport à ça, c'est où est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes tout le temps resté chez vous? Est-ce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de bureau, vous arrivez quand même de temps en temps à, je sais pas, à louer
louer quelques postes quelque part dans le monde et vous retrouver pour quand même avoir un peu garder un peu ce lien-là? Ou est-ce que, au contraire, votre organisation au quotidien vous permet en fait d'être assez efficace et finalement assez connecté avec votre équipe? Pour l'exemple de Zapier, alors la location, donc pas de bureau. En revanche, on venait 3 à 4 fois par an aux US tous ensemble. Et à 300, 400 personnes, on louait une resort en entier qu'on privatisait. Donc la réponse est oui. Sur des périodes de non-vacances, donc en général, il faisait pas beau, donc c'était pas le resort comme on peut l'imaginer, mais on avait quand même voilà, le resort pour nous tout seuls. Et ce qui créait un climat assez sympathique parce qu'en fait, n'importe qui que tu croisais dans l'hôtel, en fait, tu savais que c'était un collègue, même si tu ne le connaissais pas. Et du coup, tu pouvais engager assez. Combien de temps ça durait, Fred? C'était sur 2, 3 jours ou c'était un peu plus long? C'était plus long, c'était sur une semaine. Et en fait, tu en avais des avec tout le monde et des seulement avec ton équipe. Donc, ouais, et ça a fonctionné plutôt pas mal. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans cette culture de l'écrit, il y a quand même un moment où tu as besoin de te voir et de brainstormer. Et en fait, ce point de rencontre, il nous permettait justement de passer 4 jours en fait à échanger nos idées en équipe. Et après, on avait un trimestre pour dérouler. Tu vois, mais du coup, ça permettait vraiment de se dire, bah, c'est cette semaine-là où on pose nos idées sur la table, où on itère, où on donne nos avis, où on dit oui, non, etc. On se met d'accord, on repart chez nous. Bon, c'est pas exactement comme ça. Après, il y a encore quelques discussions, mais sur le principe, tu vois, et après, on déroule sur le trimestre les objectifs. Ces semaines-là, en fait, te permettent à toi de caler en fait, le plan des prochaines semaines, qui fait que quand tu repars en remote de ton côté, vous avez un plan commun et vous savez quels sont les prios ou comment vont s'organiser les prochains projets, quoi. C'est ça. Tu n'as plus qu'après à mettre des OKR sur ce que tu t'es dit et à dérouler les projets. Ouais. Et tu t'es bien mis d'accord en équipe sur ce sur quoi tu allais travailler. C'est exactement, presque quasiment le même fonctionnement à Whereby ou nous du coup là ça va être dans un mois, on part tous à Barcelone, donc une centaine de collaborateurs, tous ensemble dans un gros resort. Mais voilà, c'est l'occasion déjà de rencontrer tout le monde pendant une semaine, voir des collègues avec qui tu n'as pas forcément parlé sur Slack ou ailleurs, et justement de brainstormer sur les grosses problématiques d'entreprise pendant une semaine tous ensemble avant de repartir justement et d'appliquer à fond la stratégie. Vas-y, Tim, tu avais une question sur la routine, je crois. Ouais, c'est ça, justement pour le décliner après dans vos semaines, en dehors des kick-offs, je pense que tout le monde a. Est-ce que vous avez des routines qui sont vraiment propres à ce mode de travail-là au full remote? Je sais pas, par exemple, est-ce que vous bloquez 1 heure dans la semaine où toute l'équipe vous essaie de faire une sorte de brainstorm ou d'être focus sur un seul sujet? Quelles sont un petit peu vos routines, vous, dans votre job? Vas-y, Pierre. Ok, ça marche. Alors, en fait, nous, il y a 2 types de routines. Il y a des routines au niveau justement de l'entreprise entière, sur lesquelles, une fois toutes les 2 semaines, on va avoir des AMA, donc Ask Me Anything, avec n'importe quel, on va dire, manager de l'entreprise. Sur ce sujet, ça peut brasser tout, ça peut être du revenu, justement, comment est-ce que nous, en tant que grosse marketing, on fait des expériences, ce genre de choses. On va également avoir une fois par mois justement des réunions qui sont enregistrées, donc pour ceux qui ne peuvent pas participer, mais des réunions globales avec toute l'entreprise sur lesquelles on va présenter les résultats, tout ce qui a été shippé au cours des dernières semaines. Et après, on va avoir les routines, nous, au sein de l'équipe grosse et l'équipe marketing, où déjà, on va dire, c'est pas parce qu'on est en remote qu'on ne peut pas créer des liens. Donc, on va avoir une heure par semaine sur laquelle on va juste chatter, juste voilà, parler, savoir comment est-ce que vous allez, comment est-ce que tout le monde va, puis après on va écouter de la musique ensemble, on va juste faire un semblant en fait de bureau tous ensemble. Et ensuite, les routines qu'on a au sein de l'équipe grosse, c'est surtout aussi célébrer toutes les wins qu'on va réussir au niveau des expériences. Donc là, en fait, il y a des outils qui facilitent la chose, comme par exemple Spendesk ou Pleo, sur lesquels on peut facilement toper les cartes de ses collègues et dire voilà, allez, on va tous acheter un verre de vin, on va tous acheter un snack et on va se le manger, on va célébrer cette victoire tous ensemble. Donc voilà, ça c'est les routines en fait qu'on a mis en place Whereby, donc sur la semaine, sur le mois. Et après, d'un point de vue plus personnel, c'est vrai que Jérémy, tu disais que tu aimais bien réserver des créneaux horaires pour te concentrer. Là, c'est vrai que le remote, ça permet de ça. C'est que moi, le matin, par exemple, je ne vais prendre aucun appel, je vais répondre à aucun mail. Ces créneaux horaires-là sont pour se concentrer. Et l'après-midi, justement, où là, je sais que déjà tout le monde est plus ou moins logué, même si encore une fois, tu es libre sur les heures tes heures de travail, je vais pouvoir commencer à collaborer avec les autres équipes ou le reste de ma team.
Moi, hyper intéressant. côté routine, je partage plus Hello Asso parce que je trouve que c'est plus intéressant dans le sens où on est en construction de ces routines pour le C'est une boîte remote. différente, ouais. Ouais. Alors, une chose que j'ai demandé quand je suis arrivée chez Hello Asso et qui a été mis en place et qui fonctionne très bien aujourd'hui, alors c'est le No Meeting Wednesday. Alors, dans mes plus grands rêves, c'était la journée. Pour l'instant, c'est l'après-midi. Ceci étant dit, c'est hyper bien parce que tu vois, Pierre, tu dis que tu arrives à bloquer tes matinées, tu me fais rêver et j'en rêve. Malheureusement, en fait, dans des boîtes qui font encore beaucoup de réunions, c'est difficile de dire je prends pas de réunion. En fait, les gens te calent quand même des créneaux et du coup, arriver à un consensus au niveau de la boîte de se dire non, cet après-midi-là, on ne se voit pas, on ne se parle pas, on est chacun focus sur notre travail, ça fonctionne très bien. Et pour moi, ça a été vraiment ce qui a permis déjà de couper un peu aux réunions. No Meeting et No Slack aussi, Fred, ou pas? Alors, moi, je coupe Slack pendant, pas toute l'après-midi, pendant une heure ou deux. Par contre, c'est pas dans la politique. Non, la politique, c'est vraiment No Meeting. Le Slack, tu le laisses ouvert ou pas comme tu veux. Et voilà, pour moi, c'est vraiment une clé assez importante pour se laisser du temps à soi. Et après, plus au niveau de l'équipe, et moi, c'est la différence entre mon expérience chez Zapier et pourquoi aujourd'hui j'ai voulu prendre du remote hybride et voir des gens. C'est parce qu'en fait, on se voit une fois par semaine et j'ai demandé à mon équipe, je ne l'impose pas dans le sens où, voilà, pour moi, l'idée, c'est pas d'imposer, mais je demande à tout le monde de venir au bureau un jour par semaine, tous ensemble. Et c'est la journée où on fait la réunion d'équipe, où on fait un point individuel, parce que pour moi, c'est important de se parler chaque semaine. Et en fait, une fois par mois, on fait un déj. De temps en temps, on va faire un apéro. Et en fait, c'est cette journée de se dire au moins une fois par semaine, on est tous ensemble. Et en fait, on passe la journée tous ensemble à se voir et à créer du lien. Et c'est pour moi des temps hyper importants au niveau de l'équipe Growth, qui sont des équipes assez particulières puisqu'elles sont multi-compétences. Donc, se voir est important puisqu'on a tous des métiers très différents, en fait. Et du coup, on ne se parle pas forcément au quotidien puisqu'on a des sujets très différents. Et du coup, avoir ces temps-là où on peut tous se parler sont pour moi très importants. Et Fred, est-ce que le remote est contagieux? C'est-à-dire que tu es arrivé dans une boîte qui était en transition là-dessus. Toi, en tant que manager, tu as une position assez forte de par ta définition du remote ou autre. Est-ce que tu as vu un changement depuis que tu as décidé, notamment toi, de rejoindre Hello Asso avec ce hybride remote? Est-ce que tu as vu que les équipes s'adaptaient un peu plus? Au final, tu as deux noyaux. Tu as tu vois, ceux qui restent au bureau et qui ont envie de ça, et tu as un peu les remotes. Ou c'est comment tu l'as vu toi se manipuler dans une boîte où tu es arrivé, tu as vu ce gros changement quoi? Alors c'est une très très bonne question et en fait de façon très amusante, tu pourrais penser qu'il y a deux noyaux et en fait non, tout le monde a embrassé, j'ai pas le mot, embrassé le remote et en fait tu vois ce remote hybride, tout le monde le fait. C'est-à-dire, alors il y a quelques personnes qui viennent quand même tous les jours au bureau, mais c'est plus pour des conditions personnelles, par manque d'installation dans leur logement. Mais c'est, tu vois, on parle de quelques personnes, de 2-3 personnes. Il n'y a pas un noyau qui. Et la plupart des gens vraiment profitent de ce remote et ça leur fait un très grand bien, en fait. Et autant d'être au bureau peu, parce que du coup, quand tu y vas, c'est un moment exceptionnel, c'est un moment où tu crées du lien, c'est un moment où tu en profites, versus quand tu y vas toute la semaine, en fait, c'est une habitude. Donc finalement, des fois, ça te gonfle plus qu'autre chose. Là, c'est vraiment, tu es content d'y aller parce que c'est un moment unique. Et après, tu es content d'être chez toi parce que c'est un moment aussi où voilà, tu te lèves plus tard ou alors tu commences plus tôt ou en tout cas, tu peux te créer tes routines plus facilement. Ce que tu disais sur l'équipement, c'est quelque chose qui m'a un peu choqué, moi, au début du Covid. Donc, Spendesk n'avait pas une politique remote très développée au début du confinement. Ça a commencé quand on a ouvert des bureaux à l'étranger. Donc, en fait, on était par défaut, les gens dans les petits bureaux étaient à l'étranger. Et moi, je trouvais ça assez difficile pour les gens qui étaient à Paris, donc qui avaient été obligés notamment d'arriver à Paris sur des profils assez juniors. On sait le prix de l'immobilier à Paris et les conditions de se loger. Et en fait, c'était les personnes les plus juniors qui venaient au bureau parce qu'en fait, elles étaient dans des très petites surfaces. Tu parlais de l'équipement. Quelle tendance tu vois en termes de profil? Est-ce que le management, par exemple, Facebook avait fait l'opposé où ils avaient dit que le manager venait au bureau, tu vois, les exécutifs étaient au bureau et les profils juniors n'y étaient pas. Est-ce que vous voyez une différence en fonction du niveau de seniorité chez Hello Asso
où au final, tout le monde a embrasé, comme tu disais, le remote. Et après, je pense que Timothée a une question sur l'équipement, comment vous vous équipez pour travailler en remote. Mm. C'est une bonne question. Alors, donc moi, je suis au comité de direction. Donc, au comité de direction, on a une couche supérieure qui fait qu'il faut qu'on se voit quand même, puisque on pilote quand même la boîte. Donc, au-delà de la journée, tu vois, avec l'équipe, il y a aussi une autre journée qui est dédiée au comité de direction. Donc, je dirais au niveau du comité de direction, oui, il y a quand même plus de présentiel. Par contre, entre les profils juniors et les profils managériels, pas forcément. Sachant qu'on est quand même une boîte, j'imagine que pour Pierre c'est pareil, où même les profils managers restent quand même assez jeunes. Et du coup, il n'y a pas un énorme décalage, en tout cas, entre le présentiel, profil très junior. Et bon, les loyers sont, même s'ils commencent à devenir très chers à Bordeaux, sont quand même pas au niveau de Paris. Donc, tu n'as pas ce gros T'as un déséquilibre. peu plus de mètres carrés, quoi. Oui, voilà, tu as une petite chambre en plus qui fait un peu la différence. Mais du coup, nous, on n'a pas ce gros écart aujourd'hui. Et je sais pas si vous voulez répondre, Pierre. Mais... c'est vrai que je vois, enfin, pour moi, comme disait Frédéric, il n'y a pas vraiment de gros écart. Enfin, j'ai rien vraiment à rajouter sur ce que Frédéric vient de dire. Parce que... Non, t'es obligé. Mais peut-être, Pierre, c'est une question qui revient dans le chat. Donc, on a vu Frédéric sur les boîtes hybrides, mais sur les boîtes full remote, est-ce qu'au final, on n'a pas que des profils seniors? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as des profils juniors dans les boîtes remote? C'était une question qui revenait de Lou sur le chat. Mais est-ce qu'en fait, aussi, tu n'as pas un peu ce sentiment-là que du coup, les juniors sont pas forcément recrutés ou mis dans ces boîtes remote? Donc, je retournerai peut-être la question comme ça pour toi. Ah, très bien, ouais. Alors, c'est vrai que je remarque peut-être qu'il y a moins de juniors. En tout cas, à l'inverse, je remarque qu'il y a quand même, la tranche d'âge, on va dire, à Whereby, à peu près de la trentaine d'années. Donc, même s'il y a du junior, il y en a peut-être moins que dans d'autres, on va dire, scale-up ou start-up. Après, je pense qu'il faut mettre ça aussi en faisant un peu, en prenant un petit step back. Je me dis que quand je sortais d'études à 21, 22 ans, je pense que j'aurais pas été capable de travailler en remote, en full remote, parce que déjà, j'avais pas la maturité. Et parce que travailler dans une boîte, ça me permettait aussi de construire un cercle social que je voyais tous les jours et c'était trop bien. Et le remote n'aurait pas été pour moi à ce moment-là. Et donc, je pense que quand on construit, ou quand on commence à prendre peut-être un peu plus de maturité, ou voilà, on a un peu plus de bagages derrière, on a plus de tendance à accepter un full remote, quoi. Et je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Frédéric, nous, on n'avait pas pensé en préparant ce webinaire, c'est la partie équipement. Est-ce que vous, vos entreprises, vous aident sur la partie équipement, donc du matériel, des moyens supplémentaires pour vous aider à mieux vous équiper et être sûr que vous soyez efficace depuis chez vous ou vous souhaitiez travailler finalement? Ouais. Tu veux répondre, Frédéric? Bon, Pierre, je te laisse. Okay. Alors, c'est une grosse politique. C'est ancré dans les valeurs de Whereby. Tous les ans, déjà quand on arrive à Whereby, on est entièrement équipé par la boîte, donc on a un budget à dépenser chacun pour meubler son propre bureau. Au total, c'est 3 000 $ que l'on peut dépenser comme on veut, tant que, on va dire, ça va nous permettre d'être plus productif, hein, d'être confortable aussi sur le travail. C'est quand même un lieu, dans le bureau, on va rester entre 8 heures et 10 heures par jour, donc voilà, il faut qu'on soit bien pour travailler. Et tous les ans, on a également donc 2 000 $ que l'on peut dépenser où l'on veut dans les coworking ou dans les cafés, justement pour, encore une fois, profiter pleinement de ce remote first, donc travailler de où on veut et comment on veut. Ben, je rejoins, je plus sois, puisque chez Zapier, c'était la même chose. Les budgets n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais c'était la même notion, avoir un budget qui était renouvelable tous les 3 ans pour l'équipement de son bureau et qui comprend tout, machine, chaise, table, dans la limite du raisonnable pour faire son travail. Un budget coworking, un budget formation aussi assez conséquent pour justement s'offrir du temps et de se former. Alors, la formation, ça comprend des formations en ligne, des livres. Voilà, on pouvait acheter des livres, on pouvait faire tout ça. Donc, un budget perks, c'est assez intéressant.
Sur le cas de Helloasso, aujourd'hui, ben, je pense comme pas mal d'entreprises en fait, qui ont basculé au remote suite au Covid, ces budgets ne sont pas existants, vu qu'il y a déjà une location de bureau. En fait, c'est plus simple pour des boîtes comme chez Pierre Whereby, où ben, le budget en fait, finalement, de bureau peut être réinvesti dans l'équipement des personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas chez Helloasso puisqu'on a un loyer à payer, puisqu'on a des bureaux qu'on a déjà achetés en physique. Ceci étant dit, une politique a été mise en place qui ne correspond pas à un budget, mais qui correspond à un équipement matériel. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir équiper à minima, en termes de machines, les personnes, donc avec un écran, avec voilà, les choses assez basiques, parce qu'après, on a des ordinateurs portables, bien entendu, mais voilà, vraiment pour équiper à minima les équipes chez elles. Et est-ce qu'il y a un contrôle des équipements par les équipes? Je sais que pendant des grosses boîtes, pendant le confinement, on avait organisé des contrôles. Est-ce que vous, en tant que manager ou autre, est-ce qu'il y a aussi ce contrôle pour savoir si l'environnement de travail est adapté à la personne ou pas vraiment au final? Pas vraiment, on va dire là. Je pense que c'est une. Alors quand on dit contrôle dans le sens si justement il n'y a pas de si ça enfin si la personne va pas trop déconner en s'achetant je sais pas des trucs complètement what the fuck. Non, je le voyais plus pour s'assurer que la personne est bien installée. Tu vois, dans une salle trop petite ou tu vois dans le salon, c'était plutôt en mode contrôle de s'assurer que du coup que la personne a les bonnes conditions de travail plutôt que de fliquer où est-ce qu'ils ont mis les 2000 euros là-dessus quoi. Ouais, bien sûr. Non, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Je pense que c'est plus si une personne est mal à l'aise ou moins confortable pour travailler, c'est à elle de faire les démarches justement de signaler ça auprès du réseau d'entreprise, auprès des ressources humaines, simplement pour qu'on puisse trouver des solutions pour améliorer cet environnement de travail. Après, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais juste dire, nous c'est pareil, il n'y a pas de contrôle dans le sens, tu vois, je pense que ce serait compliqué d'aller contrôler, hormis la bonne foi de tes collaborateurs, d'aller chez eux et de dire, bah non, mais là c'est trop petit, tu peux pas. Par contre, nous, on a mis des choses en place qui sont assez intéressantes, qui fonctionnent plutôt bien. Tu sais, c'est les applications de suivi psychologique de tes collaborateurs. Type Mocacare, par exemple. Voilà, Mocacare chez nous. Exactement. Et je trouve que ça compense assez bien, tu vois, cette notion de aller vérifier versus, en fait, mettre à disposition des outils qui, si le collaborateur, ça ne va pas, en tout cas, il peut commencer à en parler et après être accompagné pour faire remonter l'information si jamais il est vraiment dans une situation de détresse parce que son logement ne lui permet pas de bien travailler. Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il y a aussi à Whereby. Encore une fois, vu qu'on ne se voit pas en physique tous les jours, ça va être dur de voir s'il y a quelqu'un de ton équipe ou si d'autres personnes de la boîte, on voit, ils sont plus fatigués que d'autres. Il y a des petits signes, en tout cas, qu'on ne peut pas repérer quand on travaille en remote. C'est vrai que nous, il y a un outil qui s'appelle Platypus qui envoie donc des surveys anonymes très régulièrement, donc ça va être une fois par semaine, sur comment est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on est content de la politique, est-ce qu'on est content de nos objectifs, est-ce qu'on est... En tout cas, plein d'enquêtes de satisfaction, savoir si on est bien et si on se sent bien sur notre lieu de travail, sur le travail en général. C'est Platypus la vraie culture d'une boîte remote, quoi. C'est d'avoir aussi des outils adaptés. J'avais une dernière question pour vous sur la partie organisation avant qu'on passe peut-être à la partie plutôt type sur le remote. Je sais que toi, Pierre, tu es un peu un expert des capitales européennes. Est-ce que toi, Frédéric, tu profites de ce full remote, ou tu as profité de ce full remote chez Zapier pour voyager, pour travailler d'un peu partout, ou est-ce que tu es vraiment resté dans ta région natale pour profiter de ton chez toi? Très bonne question. Et la réponse est oui. Et je ne voyage plus, mais ce n'est pas à cause de Helloasso, c'est parce que je suis devenue maman. Et que malheureusement, quand on devient parent, on ne peut plus voyager dans les grandes capitales européennes. Mais oui, j'en ai beaucoup profité avec des voyages de plus d'un mois et demi, type Costa Rica, etc. Et ça, c'était clairement un gros avantage. Mais je le ferais encore si je pouvais, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Plus tard. Un peu plus tard, tu pourras reprendre. C'est ça, dans quelques années, ceci étant dit, mais oui. Toi, Pierre, tu voyages beaucoup en ce moment, tu profites du coup. Ouais, je profite, j'essaie de profiter au maximum, bon, vu les circonstances, on va dire, avec le Covid, ça, puis aussi avec les personnes avec qui l'on vit, des boîtes qui n'acceptent pas forcément tout le temps le remote et encore moins quand c'est un remote à l'étranger, parce qu'il y a encore beaucoup cette notion de t'es en remote donc t'es en vacances tout le temps, ce qui est complètement faux. Mais ça demande énormément d'organisation.
encore une fois, et après, c'est pas parce qu'on voyage dans les 3-4 capitales où on fait plein de villes différentes qu'on ne travaille pas. Ça reste quand même des journées où on doit enchaîner 8 heures, 10 heures de travail. Il faut quand même être productif. Donc, c'est pas que. C'est vrai que ça peut paraître cool sur Instagram de ouais, je suis à droite à gauche, ça peut être trop bien, mais la réalité est différente. Il faut avoir une organisation, on va dire, carrée, tout prévoir à l'avance, ne rien laisser au hasard, repérer à Il y a, l'avance ri- les il y a rien coworking. de pire, tu sais, quand tu es dans un hôtel au petit-déj et que tu es le seul avec ton ordi ou sur un Zoom call, quoi, tu te dis, ouais, et t'entends les gens parler d'aller à la plage ou autre, il n'y a rien de pire, quoi, quand même, ce sentiment de se dire, il va falloir attendre samedi, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ou alors que le Wi-Fi ne fonctionne pas dans les endroits où tu es, ou que tu n'as pas les installations que tu veux. Ouais. Ça peut rajouter de la charge mentale, ou sur une début de journée, tu n'en as pas besoin. Toute Peut-être, organisation aussi qui est hyper compliquée, qui prend du temps, quoi. Hmm. si tu avais trois tips, Pierre, sur ce sujet-là, je sais que tu avais écrit notamment un post sur les conseils un peu en voyager, donc vraiment ce côté digital nomade, ça serait quoi les trois conseils? Tu as dit, tu en as donné un là juste avant. Ça serait quoi tes trois conseils assez rapidement sur si tu veux voyager et travailler, quoi? Ouais, voyager, travailler, moi, déjà, conseil numéro un, c'est s'y prendre à l'avance. On ne peut pas vraiment partir sur un coup de tête et être bien. Il faut vraiment rien laisser au hasard, c'est-à-dire prévoir à l'avance où est-ce qu'on va dormir, est-ce que le logement a les bons équipements, si jamais on reste travailler dans le logement, ou est-ce qu'à côté, il y a des coworking ou des cafés avec une connexion Internet stable. Ça serait vraiment mon premier tips. Deuxième, voilà, c'est investir dans du bon matos. Donc, que ce soit des AirPods ou sur lequel on peut rester dans sa zone, ou alors simplement une paire d'écouteurs coupe le bruit, voilà, qui permet de vraiment être efficace pendant les heures de travail. Et le troisième élément, c'est vraiment communiquer, parce qu'on peut voyager, mais surtout sur des horaires de travail, on va dire des fuseaux horaires différents avec ceux de son équipe. Donc, il va demander une organisation différente. Peut-être qu'à ce moment-là, il y avait des meetings que vous avez oublié de décaler, juste comme ça. Donc, il faut surtout bien communiquer avec son équipe. Où est-ce que vous êtes, à quel moment, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes disponible ou pas? Il y avait une question d'Augustin. Est-ce qu'il y a des villes qui sont plus adaptées ou ouvertes au remote? Bon, il y a une première réponse, je pense que c'est la couverture du 4G. N'hésitez Ouais. pas à regarder la couverture 4G et la facilité d'avoir une carte SIM. Ça peut être des surprises, ça nous est tous arrivé. Euh, Toi, comment tu choisis tes destinations? Est-ce que tu as un site que tu utilises? Est-ce que tu as un classement? Comment tu t'y prends un peu pour choisir si la ville est remote ou pas remote friendly? Bah, on va dire, outre les billets d'avion pas chers sur Skyscanner, il y a des sites qui permettent de. Déjà, il y a énormément de communautés, que ce soit grosses ou des communautés entièrement remote, qui vont donner des conseils sur quelle ou quelle destination préférée. Il y a un site qui est très connu qui s'appelle nomadlist.com qui permet un peu de référencer selon énormément de critères. Est-ce que la ville, elle est safe? Est-ce que, je sais pas, les connexions Internet est bonnes? Est-ce que les logements sont pas trop chers? Ce genre de choses. Et donc, qui vont pouvoir classer en Europe et dans le monde entier toutes ces villes-là, on peut travailler en remote ou c'est agréable de travailler en remote. Donc, c'est principalement ces éléments-là que je vais utiliser. Après, maintenant, enfin, en France, on a une couverture 4G partout. Partage de co, c'est largement suffisant pour réaliser en fait la majorité de son travail, quoi. Partout, moi j'ai grandi dans les Pyrénées aussi. Il y a certains endroits de l'Ariège où j'ai grandi. Je te conseillerais pas le remote quand même, Pierre. Je Ok, te très bien. conseillerais pas Vous m'avez pas le vu avoir remote. des problèmes de connexion avant d'arriver au col. Voilà. Euh, Peut-être Timothée, tu voulais parler sur la dernière partie. Il nous reste 15 minutes. On va faire 5 minutes et après on va garder les questions qu'il y a. Sur plutôt la carrière et des tips pour les gens qui rêveraient en fait d'avoir des opportunités en remote. Ceux qui n'ont pas envie d'aller sur Paris ou peut-être ceux qui sont déjà sur Paris. Tu avais quelques questions du coup pour nos speakers? Ouais, exactement. Ouais. Je trouve que c'est vrai qu'on parle beaucoup du remote et notamment des avantages que ça peut apporter dans ton organisation, la flexibilité, etc. Mais vous qui faites ça depuis plusieurs années, aujourd'hui, quelqu'un qui se pose la question pour vous, est-ce que vous diriez que le remote c'est fait pour tout le monde? Est-ce que vous diriez qu'il y a quand même des gros inconvénients dans cette organisation-là? Quels sont les tips que vous donneriez à quelqu'un qui se pose la question en fait full remote ou pas? Alors déjà, moi, la réponse, c'est non. Clairement, le remote, il n'est pas fait pour tout le monde. Et je rebondis sur ce que disait Pierre tout à l'heure sur le fait de ne pas avoir démarré en remote. Et je pense que c'est un point hyper important et qu'il faut se mettre un point d'attention. C'est-à-dire que quand on sort des études et qu'on n'a pas eu encore de première expérience, c'est bien d'aller travailler dans un bureau. Et c'est bien de se faire un réseau et d'être confronté en fait au quotidien avec des gens. Le remote, pour moi, c'est une seconde étape quand on est stable sur ses compétences.
quand on est stable sur son métier et que du coup, on a plus de flexibilité et en fait, la confiance que notre manager peut nous donner est innée, on va dire. C'est-à-dire qu'elle est évidente parce que vu qu'on maîtrise bien nos missions, on est assez autonome rapidement. Donc, pour moi, le remote n'est pas fait pour tout le monde dans ce sens-là. Et il n'est pas fait pour tout le monde non plus parce que je pense que dans un... Alors, Jérémy, tu me contrediras peut-être parce que toi, tu es clairement un extraverti. Mais pour moi, il y a quand même une différence entre extraverti et introverti. Et je pense que certains extravertis ne peuvent ne pas se retrouver dans le remote. Et c'est quand même un point d'attention. Moi, je suis clairement... J'aurais dit l'inverse. Donc, alors, je suis introvertie dans la vie sociale, mais extravertie au travail. Donc, c'est un peu, tu vois, mais la vie sociale, je suis assez bien au calme, on va dire, et à faire mes sports de point. Mais je pense que si on est vraiment extraverti et qu'on a besoin de liens en permanence, le remote, ça peut quand même être dur parce qu'on passe quand même des journées seul. Si on n'a pas un conjoint ou quelqu'un comme ça à la maison pour être avec nous, potentiellement, on peut manger seul le midi, on peut prendre son café tout seul. Et ça peut être pesant pour certaines personnes. Donc, il faut avoir le caractère pour quoi. Complètement d'accord. Moi, je rajouterai à ça que justement, pour empêcher ce sentiment de solitude, il y a énormément de communautés qui existent. Même, il ne faut pas hésiter à envoyer des messages sur LinkedIn à des gens qu'on voit qui sont dans la même ville, qui font le même métier ou pas, pour découvrir d'autres personnes. Généralement, tout le monde est hyper réactif et voilà, tout le monde est bienveillant là-dessus. Ou alors, tout simplement, aller travailler dans des cafés ou des coworking juste pour être entouré d'autres personnes. C'est ce que j'allais dire. Ouais. L'autre élément, c'est Fred pour rencontrer des gens. Ouais, ce que disait Fred aussi, c'est justement de commencer, de pas commencer par le remote. C'est vrai qu'il faut une certaine discipline. Ça peut être hyper tentant, mais moi, des fois, j'en ai juste ras-le-bol du travail et je vois, il y a Netflix à côté, tu as 2 clics de regarder Netflix. Il faut vraiment avoir une grosse discipline, des routines de vie qui sont assez carrées pour pas céder à la tentation justement tout simplement de rien faire parce qu'on est chez soi, quoi. Une deuxième question par rapport à ça. Aujourd'hui, comment est-ce que vous trouvez un job en remote? Est-ce que vous voyez dans une offre de job remote, est-ce qu'il y a des différences, alors pas forcément sur le métier, mais sur l'organisation, sur la rémunération? Est-ce que vous voyez vraiment une différence et comment est-ce qu'aujourd'hui on trouve un job en full remote? Si tu veux, je peux revenir parce que moi, ça fait que 1 an que je suis chez Loasso, donc c'est justement une question d'actualité. Je pense que ça a énormément changé. Tu vois, quand j'ai cherché le boulot chez Zapier, j'ai été sur des sites et l'axe numéro 1 était boîte remote. Et après, je regardais le sujet pour voir si ça m'intéressait. Bon, je n'ai pas cherché longtemps parce qu'il n'y en avait pas 10 000 à l'époque et clairement, Zapier était un peu en ligne de mire. Alors que je pense qu'on a vraiment switché aujourd'hui et qu'en fait, tu vois, cette volonté d'être en remote et la complexité d'embaucher des talents fait que demain, même si une entreprise n'affiche pas le 100% remote, tu peux aller postuler et tu peux poser en fait tes conditions en disant moi j'ai envie et si vous avez envie de me recruter aussi, il faut qu'on discute en fait des conditions. Et je pense que même d'un point de vue managérial et recrutement, les managers sont ouverts à ça puisqu'on se rend compte qu'en élargissant au-delà de la ville dans laquelle est l'entreprise, tu trouveras beaucoup plus de talents. Et que du coup, même les entreprises qui ne sont pas comme Whereby, donc qui sont remote, qui ne sont pas forcément remote first, en fait, vont s'offrir à tout le monde en remote. Et du coup, il faut juste le faire passer dans la négociation au moment où tu postules, quoi. C'est hyper fort ce conseil. Pour résumer, du coup, tu conseilles aux gens de ne pas regarder forcément si la boîte est en remote, mais du coup, de déjà postuler, d'être parmi l'un des meilleurs candidats et derrière, en fait, négocier dans les conditions. C'est quelque chose qui est possible, du coup, et je trouve ça un conseil hyper fort. C'est de dire, si je suis la bonne personne, on trouvera comment le faire matcher en remote, pas en remote, mais j'ai toutes les compétences nécessaires. Donc, c'est un conseil hyper fort, en tout cas, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et j'y crois, Pierre, ton conseil, ça marche. Pierre, ton conseil, toi, tu as rejoint Whereby aussi avant le Covid, donc avant que sur toutes les offres d'emploi, il y ait écrit remote sans vraiment savoir si c'est du télétravail, du hybride ou du remote. Comment tu as fait pour rejoindre ce job-là? Comment tu t'es pris et comment tu t'y prendrais si tu vois, demain tu devais coacher ta copine ou ton petit frère pour qu'il trouve un job en remote? Alors, je pense que comme disait Fred, déjà maintenant, c'est beaucoup plus facile de trouver un taf en remote ou avec la négociation, tout ça. Moi, comment j'ai trouvé, c'est à travers Twitter.
J'avais vu justement l'ancien responsable marketing de G2.com et HubSpot qui montait la première équipe marketing de Whereby. 3 DM, enfin 3 échanges de messages plus tard, j'avais débloqué un entretien. Maintenant, il y a énormément de plateformes justement qui existent. Donc, il y a remoteok.com qui référencie énormément de tous les jobs en remote. Il va y avoir sur Product Hunt également. Et après, autre chose qu'on peut faire, puisqu'on parle justement entre grosses également, c'est qu'il y a tous les sites comme Workable ou Levers.com qui référencient en fait à travers leur sous-domaine toutes les boîtes qui sont clients chez eux. Et en faisant une petite recherche, donc site.job.levers.com, et en ouvrant les guillemets juste après, en mettant les mots-clés qui nous intéressent, comme remote, marketing et grosse, on peut arriver sur des résultats Google qui correspondent uniquement à ces critères-là de remote et de marketing. Le petit hack du booléen Google, du coup, pour aller chercher sur toutes. Donc, ouais, tu as Greenhouse, tu as Lever, tu en as 3-4, quoi. Et donc, ouais, si vous faites des recherches sur Google, vous trouverez de super offres. Merci pour ce tips, Pierre. C'est vrai qu'on le faisait sur du scrapping, mais on n'avait jamais pensé sur de la recherche de job. Donc, on l'enverra la petite booléenne. C'est pour ceux qui n'ont pas compris, on vous le mettra dans le chat. Tim, tu avais une dernière question pour nos speakers avant qu'on traite les sujets et on finira à temps. Je sais que vous devez avoir du coup peut-être un meeting ou un email à traiter après, donc on finira à temps. Vous inquiétez pas, vos speakers. Ouais, une dernière question, c'était, on a parlé toi de tous ces réseaux, ces groupes qui se développent. Est-ce que vous personnellement, vous êtes dans un groupe dédié au remote? Est-ce que vous rencontrez des gens comme ça, soit depuis chez vous, soit dans les villes dans lesquelles vous avez pu aller? Est-ce que vous êtes intégré dans une communauté de gens qui travaillent dans le remote? Alors, je peux me lancer si tu veux, Pierre. Vas-y. Alors, moi, oui, mais ça va pas être très original parce que je suis pas très communauté en ligne dans le sens où j'ai déjà énormément de notifications dans mon boulot et en fait, j'ai pas le temps de passer dans les groupes. Mais par contre, j'ai un groupe qui me tient à cœur et qui est un groupe de personnes de remote qui sont tous les anciens de chez Zapier. Donc voilà, donc c'est un groupe où on est maintenant un peu plus de 100 et du coup, on continue à discuter et c'est un groupe qui est avec un très fort affectif et du coup, on partage beaucoup d'offres d'emploi avec ça, mais c'est un petit peu particulier. Et vous faites des séminaires du coup entre anciens de Zapier. Est-ce que vous prenez aussi des resorts ou pas encore? Alors, le sujet a été posé sur la table. Le Covid, pour l'instant, a mis le sujet en stand-by, mais il y en a qui se chauffent un peu. Ouais. Toi, Pierre, de ton côté, Pierre ouais. Alors de mon côté, là, il y a Nomad List sur lequel on avait déjà parlé. Et après, en France, il y a un sort de système qui se développe qui s'appelle Co-op, qui est super et que je recommande, qui est très présent à Paris, mais là qui commence à bien s'étendre justement en province, sur lequel c'est que tous les personnes qui travaillent en remote ont la possibilité de se rejoindre sur des coworking, sur des cafés pour passer du temps, justement le temps d'une demi-journée, d'une heure ou d'une journée entière pour travailler ensemble et juste prendre des cafés, discuter. Ok, le nom c'est? On va le mettre dans le chat. Alors, ça va être coop.co. COWOP.co. Super, merci pour le partage. Il nous reste quelques minutes pour traiter quelques questions qu'on a eues dans le chat. Il y a une question d'Élise qui est hyper intéressante. Vous avez tous les deux, vous avez été employés par une boîte étrangère en France. Et dans votre package de couverture, comment est-ce que vous étiez couvert en termes d'assurance, que ce soit sur la partie travail, sur la partie santé, maladie, etc., ou même voyage? Est-ce que vous aviez une couverture et comment ça s'organisait dans vos boîtes? Tu veux ouais, de mon côté, en fait, c'est vrai que vu qu'on est employé par une entreprise étrangère, donc c'est pas un CDI, c'est pas un CDD, je suis un statut de consultant externe, donc auto-entrepreneur. C'est vrai que pour l'assurance et la couverture, c'est moins évident. Tout simplement, je me mets après sur la couverture de ma copine. Pour tout ce qui est assurance, il y a énormément de services qui existent. Je sais, par exemple, pour les assurances voyage à l'étranger, j'utilise Revolut. Donc voilà, il y a d'autres services qui existent, mais c'est vrai que ça demande, encore une fois, ça demande une certaine organisation de savoir laquelle prendre, comment les prendre sur les choses. Pareil que Pierre. Entreprise hors Europe en plus, donc forcément statut auto-entrepreneur et du coup on prend en charge. La seule différence avec Zapier, c'est qu'ils prenaient en charge toutes les dépenses voyage, donc assurance voyage, etc. Mais après, sinon, c'était le même principe.
Donc, c'est un petit peu compliqué. Il faut le prendre en compte. Et ça c'est quelque chose d'assez important avant de postuler pour une boîte qui n'est pas en France. Parce que c'est ne pas être ça. Notamment, je prends mon cas, quand on devient parent ou des choses comme ça, c'est quelque chose à ne pas laisser de côté. Ok, merci. Et peut-être une dernière question qui sera bien adaptée pour toi, Fred, sur des conseils à donner à des entreprises qui passent au hybride après cette période-là de Covid. Toi qui es au comité de direction de ta boîte, est-ce que tu vois des choses vraiment importantes à pas négliger pour que ce passage à l'hybride se passe bien? Ou est-ce que tu aurais des recommandations par rapport à ça? Alors déjà, c'est avoir une politique claire. Donc, c'est-à-dire ne pas se dire que, bon, on peut revenir, mais on ne revient pas, on ne sait pas. Donc, c'est déjà, en fait, se mettre d'accord et avec, en plus, le CSE, puisque pour les plus grosses boîtes, il y a un CSE, se mettre d'accord et définir une politique que le CSE accepte, donc du coup, qui est bien pour les salariés et s'y tenir. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a pris le remote hybride et qui, en fait, consiste à 8 jours par mois. Donc, ce n'est pas 2 jours par semaine, c'est juste 8 jours de présentiel par mois. Si des personnes veulent venir une semaine, puis un jour de plus, ça fonctionne. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important que l'entreprise donne ces guidelines. Et après, c'est créer, en fait, des moments. Là, on l'a revécu sur le mois de janvier, puisqu'en tout cas, nous, on est reparti en full télétravail en janvier et en février également, en février en assouplissant un petit peu les règles. Mais c'est de se dire qu'en fait, en sortie de ces périodes, c'est de recréer en fait des moments de lien, puisque pour nous, l'important, c'est aussi que les gens reviennent tout en restant en télétravail. Et donc, c'est de créer des moments de fête, en fait, tout bêtement, qui en fait redonnent l'envie à tout le monde de se revoir. Et parce qu'une fois que tu te revois, en fait, tu ressors un peu de ta grotte télétravail et tu arrives à reprendre ce rythme hybride, présentiel, télétravail. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Jérémy, non, Timothée, on a 2 Timothée dans le webinaire est revenu. On va en terminer là. Je sais que vous avez un agenda rempli pour l'après-midi. On va vous remercier vraiment beaucoup pour vos partages qui étaient hyper intéressants. Si des gens ont encore des questions, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Vous avez un mail, soit par LinkedIn. C'est quoi le moyen le plus simple pour vous? LinkedIn, moi, ça fonctionne bien. Je réponds bien. Ouais, LinkedIn aussi, très réactif. N'hésitez LinkedIn pas. aussi. Très bien. Voilà, n'hésitez pas à contacter Fred et Pierre si vous avez des questions. On vous remercie encore une nouvelle fois pour tout ce partage-là. Merci à ceux aussi qui ont posé leurs questions et qui ont assisté à ce webinaire. Jérémy vient de vous mettre le lien sur lequel il y a tous les autres webinaires que vous pouvez voir en replay. Et nous, on se revoit donc la semaine prochaine. On fera un nouveau webinaire, le dernier webinaire du mois de février sur le Web3 avec 2 invités prestigieux du Web3. Et donc, on débattra de ce nouveau sujet plus que jamais d'actualité. Donc encore merci à tous les deux d'être venus, on était hyper contents de vous avoir et on vous dit à bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci à